Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la dysphorie sensible au rejet, qui concerne particulièrement les personnes qui ont un TDAH. Je risque de regarder pas mal de fois mon écran d'ordinateur, parce que la vidéo est assez longue et dense, le script que j'ai écrit est assez conséquent, et donc il se peut que de temps en temps, je lise quelques passages, parce que ça va me faciliter, on va dire, un peu le travail. Parce que voilà, je n'ai pas tout en mémoire, et donc ça sera beaucoup plus simple pour moi de lire, et donc j'espère que ça ne vous dérangera pas plus que ça, et que vous ne m'en voudrez pas, si je regarde de temps en temps l'écran plutôt que l'objectif de la caméra. Bien entendu, j'ai mon petit thé qui m'accompagne durant cette vidéo. C'est important de s'hydrater, voilà, pour pouvoir parler pendant longtemps. Et donc voilà, je me suis appuyée sur plusieurs articles pour écrire cette vidéo, dont vous pourrez d'ailleurs trouver les liens dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de les consulter. Et avant de démarrer cette vidéo, je dois faire une parenthèse sur un point que j'ai évoqué dans la dernière vidéo sur le people pleasing, et l'autisme. En effet, j'avais annoncé que je parlerais de la dysphorie sensible au rejet en l'associant malencontreusement à l'autisme, alors qu'en fait il s'avère en réalité que la dysphorie de rejet est plutôt une des manifestations du TDAH. Si j'ai dit cette bêtise, c'est tout simplement parce qu'en faisant mes recherches sur le people pleasing, j'ai trouvé un article non scientifique sur le site Bien-être autiste qui suggère seulement, ou qui émet plutôt l'hypothèse, donc une simple hypothèse que les autistes pourraient également être concernés par la dysphorie sensible au rejet, sans pour autant que Bien-être autiste s'appuie sur des données scientifiques qui prouvent vraiment ce lien entre autisme et dysphorie de rejet. Mais dans la mesure où beaucoup d'autistes ont un TDAH et que le TDAH a de gros points en commun avec l'autisme, il ne me semble pas si aberrant que ça que Bien-être autiste émettre l'hypothèse que cette dysphorie de rejet puisse aussi concerner les autistes. Parenthèse fermée. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie sera constituée de 4 sous-parties, dans lesquelles je vous donnerai la définition de la notion de dysphorie sensible au rejet, après avoir rappelé rapidement ce qu'est le TDAH, puis j'évoquerai également les possibles causes de cette dysphorie. Et enfin, la 4e sous-partie de la partie 1, j'expliquerai comment la dysphorie de rejet se manifeste concrètement dans la vie quotidienne des personnes qui y sont sujettes. Dans la 2e partie, je vous présenterai les différents éléments qui peuvent déclencher une crise, entre guillemets, de dysphorie de rejet. Et enfin, dans la 3e partie, je présenterai quelques solutions à envisager pour gérer cette dysphorie de rejet. Voilà, quelle stratégie on peut mettre en place pour aller au-delà de cette dysphorie sensible au rejet. Je vous ai énoncé le plan de cette vidéo, je peux maintenant enfin commencer. Donc commençons. Premièrement, c'est quoi la dysphorie de rejet ? Et comme je l'ai évoqué dans l'introduction, je vais commencer par rappeler ce que c'est que le TDAH. Pour toutes les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne par le biais de cette vidéo et qui ne sauraient pas exactement ce dont il s'agit, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, soit TDAH, est un trouble du neurodéveloppement qui dure toute la vie d'un individu qui y est sujet. Ce trouble se caractérise par de l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité qui peuvent altérer la vie en société, dans le monde notamment universitaire, académique, scolaire, professionnel, ou même dans la sphère dans les sphères plus intimes de la société, donc la famille, les amis, tout ça. Les comportements inhérents au TDAH ne sont pas perçus comme positifs dans notre société, comme vous pouvez déjà vous imaginer. La société attend de nous que nous soyons des gens attentifs, avec des fonctions exécutives qui fonctionnent bien, entre guillemets, voilà, qui nous permettent d'être de bons petits citoyens efficaces et productifs, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas... Le fait d'avoir un TDAH, les traits du TDAH ne sont pas perçus positivement par la société et peuvent donc ainsi susciter de nombreuses critiques de la part des personnes qui ne sont pas concernées par cette neurodivergence.
Revenons maintenant à notre définition de la dysphorie de rejet, en commençant par définir le mot en lui-même de dysphorie. Donc, le mot dysphorie renvoie à un état de malaise, d'angoisse. Plus particulièrement, il s'agirait d'une perturbation de l'humeur caractérisée par un sentiment déplaisant et dérangeant, d'inconfort émotionnel ou mental. On peut retrouver des symptômes de tristesse, d'anxiété, d'insatisfaction, de la tension, de l'irritabilité ou de l'indifférence. La dysphorie de rejet est une des manifestations de la dysrégulation émotionnelle, qui est une manifestation courante du TDAH chez l'adulte. Les personnes souffrant de dysphorie de rejet ressentent une douleur insupportable à la suite d'un rejet perçu ou réel, de taquinerie ou de critique. Pour désigner ce type de dysphorie, plusieurs appellations sont possibles, comme la dysphorie sensible au rejet, celle que j'emploierai tout au long de cette vidéo, mais on l'appelle également sensibilité au rejet ou encore la dysphorie de sensibilité au rejet. Mais toutes ces appellations désignent exactement la même chose. Je vous ai défini ce qu'est la dysphorie de rejet, maintenant je vais vous en présenter les potentielles causes. Quelles sont les causes d'une dysphorie sensible au rejet ? La dysphorie sensible au rejet pourrait être causée par des traumatismes, notamment liés au harcèlement scolaire ou à un cadre familial toxique, de rupture, d'abandon, etc. Toutefois, il semblerait qu'il n'y ait pas véritablement de causalité stricte entre les causes énoncées précédemment et la dysphorie sensible au rejet, donc il n'y a pas de données scientifiques qui assurent qu'il y ait bien une causalité entre les traumatismes et la dysphorie sensible au rejet, donc ce n'est que pure hypothèse donc. Mais voilà, à mon avis, le fait d'avoir été exposé régulièrement à des critiques pendant l'enfance et l'adolescence peut nous mener à développer une dysphorie de rejet. Enfin, ça me semble pas si aberrant que ça en fait, enfin voilà. D'avoir des émotions vives face à des événements qui nous rappellent les rejets qu'on a pu vivre par le passé. Dans mon cas, par exemple, si je n'arrivais pas à reconnaître mes compétences, si j'ai eu le sentiment d'être tout le temps nulle, c'est que j'ai intégré les critiques que mes professeurs d'école, primaire, collège, lycée, ont pu me faire. J'ai pris pour vrai ce qu'ils m'ont dit. Et donc, je vais réagir en fonction des critiques que j'ai pu déjà entendre par le passé. Enfin, je sais pas si c'est clair comment j'explique. Donc c'est pour ça que je me dis que ça me paraît pertinent de dire que la dysphorie sensible au rejet puisse être une conséquence des critiques qu'on a pu recevoir dans le passé. Voilà. Et donc maintenant, quatrième sous-partie de la première partie, comment se manifeste la dysphorie de rejet ? Eh bien, ça peut se manifester par des crises émotionnelles soudaines, à la suite d'une critique ou d'un rejet réel ou perçu comme tel, par l'évitement des situations sociales, par le fait de parler de soi de façon péjorative, par de l'automutilation, par l'évitement des contextes sociaux dans lesquels les personnes pourraient faire face à l'échec ou au fait d'être critiquées. Cela peut également se manifester par une mauvaise estime de soi, une mauvaise perception de soi, par des pensées ruminantes d'autodétestation, et enfin, la dysphorie sensible au rejet peut se manifester par des problèmes relationnels. On peut par exemple facilement se sentir attaqué et être souvent sur la défensive. En ce qui me concerne, je peux clairement dire que je me sens concernée, enfin je me reconnais dans ces différentes manifestations de la dysphorie de rejet. En effet, ayant été la cible de nombreuses critiques dans ma vie, notamment dans l'enfance et l'adolescence, à l'école, dans ma famille, etc. Ces critiques-là m'ont rendu à l'âge adulte hypersensible à la critique. Et donc je peux vraiment parler en ce qui me concerne de dysphorie sensible au rejet. Enfin, pour moi ça me parle quoi, ça résonne. Toutefois, je ne pense pas avoir évité pour autant les situations sociales comme je l'ai évoqué précédemment. Si je les ai évitées, c'est surtout en raison de l'anxiété qu'elles pouvaient me faire ressentir, donc les situations sociales. C'est pas forcément parce que j'évitais les critiques, mais c'est surtout parce que voilà, ça me rendait anxieuse de ne pas pouvoir prévoir comment allaient se passer les interactions sociales, voilà, qu'il y aurait pu avoir des imprévus, où j'aurais pu dire des bêtises ou des choses comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment évité les situations sociales, à mon sens, pour cette raison. Toutefois, en effet, je peux aisément dire que je n'ai pas toujours eu une très bonne, très haute estime de moi-même. J'ai souvent eu des pensées dégradantes à mon endroit, tout simplement parce que je ne m'aimais pas, et que j'avais une très mauvaise perception de moi-même.
de qui j'étais, voilà. J'ai souvent eu l'impression d'être une personne faible ou nulle en tout. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai un petit peu évolué à ce niveau-là. Je reconnais un peu plus ma valeur, même si ça reste toujours quand même compliqué. J'ai toujours des moments où je vais avoir des pensées assez négatives à mon sujet. Mais voilà, j'essaie quand même de me rebooster, entre guillemets, en essayant en essayant de me rendre compte de mes qualités, etc. Donc en essayant de me rappeler des choses que j'ai pu accomplir dans la vie, qui m'ont fait plaisir. Enfin voilà, j'arrive quand même maintenant à mieux identifier quelles sont mes qualités, etc., etc. Et donc je pense avoir un petit peu réussi à travailler là-dessus, avoir réussi à aller au-delà de ça, même si c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile, pardon. Mais il est vrai que pendant très longtemps, je surréagissais à la moindre critique, même quand elle était constructive, hélas. Je ressentais tout de suite, immédiatement après avoir entendu la critique, un sentiment de colère, enfin pas un sentiment de colère, au début c'est un sentiment de honte, puis après de colère et de tristesse en même temps, enfin c'est un peu, un peu étrange, mais que je réprimais très fortement en moi pour pas déborder, enfin pour pas montrer en fait aux gens comment je prenais les choses, parce que voilà. Par exemple, je me souviens très bien d'un premier commentaire que j'avais reçu sur ma chaîne. Je commençais à peine les vidéos sur YouTube. Quelqu'un avait émis dans un commentaire une critique plutôt constructive sur le cadrage de ma vidéo, et ce sans agressivité. Donc en gros, cette personne disait que je cadrais mal mes vidéos, que je ferais mieux de mieux cadrer mes vidéos. Et moi, j'ai à la suite de ça ressenti énormément de tristesse. Je sais pas si c'est de la tristesse ou de la colère. Enfin, c'est des trucs qui sont un peu mêlés. C'est des émotions qui étaient un peu mêlées entre elles, je dirais. Et donc, en lisant ce commentaire, j'ai ressenti ça. J'avais surtout une boule au ventre, genre un truc, voilà, c'était désagréable, quoi. Alors qu'en réalité, c'était pas forcément justifié, enfin, c'était disproportionné par rapport à la critique en elle-même, quoi. Enfin, c'était pas, voilà, quoi, enfin. Voilà, il y a encore aujourd'hui quelques paroles que je peux prendre comme des critiques, alors qu'elles n'en sont pas réellement. Je ressens encore cette vive émotion, mais j'essaye d'apprendre à poser des questions à la personne avant de réagir, en lui demandant si c'était vraiment une critique, enfin si c'était méchant ou pas, genre est-ce que t'as voulu me faire du mal en disant ça ou pas, et après réflexion je finis par comprendre, après discussion avec la personne ou après réflexion, que c'en était pas vraiment une, enfin que c'était pas forcément méchant, et que après réflexion, l'émotion finit toujours par se dissiper et je peux aller au-delà de ça, quoi. Donc je sens vraiment que je me suis améliorée à ce niveau-là, vraiment, ça c'est génial, vraiment. Ça c'est plutôt cool en vrai. Je vous ai parlé de comment se manifeste la dysphorie sensible au rejet. Maintenant, nous allons aborder les déclencheurs d'une dysphorie de rejet. Les changements d'humeur intenses de la dysphorie sensible au rejet peuvent être déclenchés par différents éléments, comme le rejet par exemple, ou le retrait réel ou perçu de l'amour, de l'approbation ou du respect. Ça peut être aussi déclenché par des taquineries, par de la critique, même quand elle est constructive, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ça peut être aussi déclenché par une sorte d'autocritique persistante ou un discours négatif sur soi-même, provoqué par un échec réel ou perçu comme tel. Ce qu'il est aussi bon à remarquer, c'est qu'une critique insignifiante en apparence peut déclencher de la dysphorie de rejet. Je dis bien en apparence, bien sûr. Dans un article du site Bien-être autiste, il nous est présenté plusieurs exemples de déclencheurs d'une réaction émotionnelle violente. Ce sont des phrases du type la manière dont tu tiens tes couverts est trop mignonne. Si tu veux, après la réunion, je peux t'expliquer comment te servir de ce logiciel. Ou encore, c'est original cette combinaison d'ingrédients que tu utilises pour ce plat. Cette remarque d'ailleurs me rappelle quand quelqu'un m'avait déjà fait une remarque sur une de mes vidéos TikTok où je présentais un What I Eat in a Day, donc qu'est-ce que je mange tous les jours, enfin voilà. Et à propos d'un plat que j'ai préparé, quelqu'un m'avait fait une remarque du style « T'as mis tous les aliments dans ton frigo, dans ton plat, lol ?» Et je l'avais mal pris, genre en mode la personne me disait oui, que j'avais mis tout un tas d'ingrédients qui n'allaient pas ensemble. Enfin moi je l'ai pris comme ça. Je me suis dit ouais, cette personne elle est en train de critiquer ma manière de
de faire mon plat et ça me saoule. Ça m'avait directement énervé, j'avoue. Franchement, ça m'a gonflé. Je sais même pas, je crois que j'ai peut-être même pas répondu à son commentaire. Ou peut-être que j'ai dû répondre, mais voilà, tout en essayant quand même de pas déborder et ne pas être irrespectueuse. Enfin, voilà, en essayant de voir si la personne elle était vraiment malveillante ou pas. Donc je sais plus ce que j'avais répondu exactement, mais il me semblait que j'avais essayé de savoir si la personne avait voulu être malveillante ou pas. Parce que parfois il y a des phrases, et ça c'est aussi lié à l'autisme aussi, c'est qu'il y a des phrases que les gens font qu'on n'arrive pas forcément à interpréter. On ne sait pas si elles peuvent être malveillantes. Enfin, c'est difficile. Enfin, vous savez très bien que c'est difficile de comprendre les sous-entendus dans les phrases. Et donc voilà. Donc j'ai dû essayer de vérifier si la personne était vraiment malveillante ou pas dans son commentaire. Bref, j'espère que je me suis pas trop embrouillée dans mes explications. J'en suis d'avance désolée. Et donc il y a d'autres phrases que Bien-être autiste aborde dans son article. C'est par exemple je n'ai pas compris pourquoi tu as organisé tes dossiers comme ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et ça, encore pour moi, cette phrase, ça rappelle en fait des phrases qu'on a pu entendre dans notre enfance. Par exemple, qu'on était bordélique ou qu'on n'était pas assez organisé, que voilà, c'est ce genre de critiques qui reviennent souvent quand on est adolescent, enfant, et qui quand on nous les redit à l'âge adulte, nous provoquent voilà, des émotions négatives. Enfin, voilà, ça... C'est pour ça que voilà, je pense vraiment que c'est possible que la dysphorie sensible au rejet soit vraiment causée par des traumatismes ou en tout cas des sortes de traumatismes liés au passé, quoi. Et lié à des paroles qu'on a pu entendre, et je sais pas. Ça me paraît pas si déconnant que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a d'autres phrases aussi, du type tu comptes porter ça, ou par exemple tu as un peu ronflé la nuit dernière, donc on peut prendre aussi comme une critique. Et un exemple dans ma vie personnelle, de ce qui pourrait déclencher chez moi une crise de sensibilité au rejet, c'est quand je demandais à mon copain par exemple de m'aider à corriger les fautes d'orthographe dans mon mémoire, et qu'il me listait tout naturellement les fautes que j'avais faites, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal, de le prendre mal en fait, et d'être vexée ou de me sentir incompétente et nulle. Parce que voilà, je me disais, ah ouais, bon, il n'y aura pas forcément beaucoup de fautes, enfin, il va pas m'en donner beaucoup, tu vois. En fait, à chaque fois, c'était, il y avait plein de fautes, et du coup, je disais, oh là là, et puis merde, enfin, genre vraiment, je suis nulle, putain, je sais même pas écrire, je suis en lettres modernes et je sais pas écrire, enfin. Donc en gros, voilà, juste le fait d'entendre la phrase, tu fais telle ou telle faute d'orthographe dans ton mémoire peut être un véritable déclencheur de dysphorie de rejet, en ce qui me concerne. Donc c'est assez, vous voyez, comment ça peut, comme tout peut finalement déclencher ça. Enfin, n'importe quelle critique à notre rencontre peut susciter ce débordement émotionnel. Enfin, Et un autre exemple de ma vie perso, on m'a déjà dit un jour que la manière dont je m'habillais était too much. Et évidemment, je l'ai hyper mal pris. Et par la suite de cette critique, j'ai complètement surréagi en étant assez agressive et en argumentant le pourquoi du comment je trouvais ça injuste. Enfin, est totalement faux de me dire une telle chose. Et donc j'argumente, mais en étant assez virulente, pas virulente, mais insistante, quoi. Je veux vraiment que la personne elle se dise non, c'est pas too much en fait. Je retire ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. Alors que c'est pas non plus très grave. Bon, bref. Mais ça aussi, c'est parce que pour moi, c'est comme si ça me rappelle les critiques qu'on me faisait quand j'étais harcelée à l'école. Voilà. Où on se moquait de moi sur mon style, on se moquait de moi sur ma façon de m'habiller, sur ma façon d'être et tout ça. Donc, tu vois pourquoi je veux dire que ça peut être lié en vrai, ce qui nous est arrivé les mots qu'on a entendus dans le passé et cette surréaction à la critique. Dans la vie actuelle, dans la vie d'adulte. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et un autre truc d'ailleurs qui me pose pas mal de problèmes dans mon projet d'être illustratrice freelance, c'est que j'ai beaucoup de mal à encaisser les critiques sur mon travail artistique, sur mes dessins tout simplement. J'ai déjà pu travailler avec quelques personnes pour réaliser par exemple des portraits personnalisés, et avant d'arriver au résultat final de leur portrait, je montre à mes clients comment avance mon dessin. Voilà, pour qu'ils puissent tout simplement me dire ce qu'ils aimeraient que je modifie, ce qu'ils aimeraient que je change, voilà, pour que ça corresponde à ce qu'ils attendent. Et moi, j'avoue que c'est assez compliqué pour moi de recevoir leurs critiques.
alors que paradoxalement, c'est moi qui leur demande de le faire. Enfin, voilà, c'est normal en fait. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne en fait entre un artiste et quelqu'un qui commande une œuvre, ou enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, voilà, parce que pour moi, c'est un réflexe de réagir, de mal réagir, de ressentir ses émotions négatives. Enfin, c'est un truc que je contrôle pas en fait. Même si ça reste toujours intériorisé, donc je vais pas extérioriser ça en répondant à la personne oh non ça me saoule, je vais pas modifier ton dessin, ça me gonfle, ça se fait pas que tu me demandes de modifier ça aussi, vous voyez ce que je veux dire, je garde ça pour moi en gros. Mais maintenant aujourd'hui je me dis un truc du style pour aller au-delà de mes émotions et pour ne pas abandonner tout bonnement la réalisation de ce portrait. Je me dis des trucs du style ne prends pas mal la critique qu'on te fait, la personne en face ne cherche pas à te dévaloriser, mais au contraire, cherche à te faire progresser d'une certaine manière, elle ne remet pas en question la valeur de ton travail. Et puis, soyons tout à fait logiques, si elle trouvait tes dessins moches, elle ne serait pas venue te commander un dessin personnalisé. Enfin, voilà, j'essaye de hacker mon cerveau un peu. Et c'est seulement en me disant ce genre de phrase que je peux aller au-delà de mes émotions et continuer à fonctionner, à continuer à faire ce que j'ai à faire, en fait. En gros, j'essaie de passer de la passion, donc émotionnelle, à la raison. Ou j'essaie par le raisonnement d'atténuer les émotions, entre guillemets, donc j'espère que c'est clair. Mais c'est une stratégie qui m'est personnelle, je sais pas si... J'arrive pas à me rappeler si c'est un conseil qu'on m'a donné ou si c'est quelque chose que j'ai fait instinctivement. Je sais pas. Et donc je sais pas si ça pourrait fonctionner avec tout le monde. De toute façon, je présente plus tard dans la vidéo des stratégies dans la dernière vidéo, dans la dernière partie de cette vidéo, qui pourront peut-être mieux vous correspondre. Il y a une large possibilité de stratégies possibles, donc je vous ai détaillé quels peuvent être les déclencheurs de dysphorie de rejet, notamment le rejet, les taquineries, la critique, même constructive, une autocritique persistante, blablabla. Maintenant, je vais aborder les solutions que nous pouvons mettre en place pour gérer, ou pour aller au-delà de cette dysphorie sensible au rejet. Voilà, c'est la dernière partie. Donc, quelles solutions peut-on envisager pour gérer cette sensibilité au rejet ? Pour cette partie, je me suis aidée d'un article de Bien-être autiste où il est fait mention de plusieurs traitements pour le trouble de l'attention qui auraient tendance à apaiser cette dysphorie, comme la guanfacine, la clonidine et des inhibiteurs de la monoamine oxydase, qui est un type d'antidépresseur. J'afficherai les noms pour que, voilà, parce que je l'ai un peu dit rapidement, donc c'est des médicaments voilà, qui sont employés pour gérer le TDAH, donc qui pourrait apparemment atténuer, on va dire, cette dysphorie de rejet. Et toujours selon Bien-être autiste, la psychothérapie pourrait également aider. Je cite Bien-être autiste, la psychothérapie peut également aider en fournissant aux patients des outils leur permettant de prendre un peu de distance avec leurs émotions, de les identifier et d'apprendre à les gérer. Bien-être autiste donne également un conseil que je trouve plutôt pertinent, qui consiste à parler directement à son équipe soignante, donc ça peut être, je pense, son psychothérapeute, ou son psychiatre, ou voilà, les gens qui s'occupent de nous, médicalement parlant, donc son médecin traitant, je pense que ça englobe tout ça, j'imagine. Donc parler à ces personnes-là de la dysphorie sensible au rejet, donc leur dire ce que c'est, en s'appuyant sur des données, comme des articles qui en parlent, comme ceux que j'ai partagés dans la description de cette vidéo, et également en insistant auprès d'eux sur quels sont nos ressentis, pourquoi on pense qu'on est peut-être concerné par la dysphorie sensible au rejet, voilà, pour trouver des solutions avec eux, trouver des moyens, entre guillemets, d'aller au-delà de cette dysphorie. En gros, ce que je veux dire, c'est que parler de ça à vos médecins, psychiatres, psychologues, peut vous permettre de travailler là-dessus. Et bien voilà, je crois que cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas pour moi c'était un sujet assez intéressant à aborder avec vous. J'ai aimé travailler dessus. Même si j'ai pas pu non plus tout aborder parce que sinon ça aurait été trop long et puis voilà, j'aurais pas pu tout bien expliquer. Mais mes vidéos c'est surtout de la vulgarisation que je fais donc je peux pas non plus voilà être
Sinon je ferais des vidéos de 2 heures et je vous perdrais et ça serait chiant pour vous. Mais donc c'est pour ça que je mets à disposition les sources de mes informations, de ce que je vous explique, pour que vous puissiez, si jamais en savoir plus, consulter cela après le visionnage de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier en commentant cette vidéo ou en laissant un pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à partager votre témoignage en commentaire si vous vous reconnaissez dans la dysphorie sensible au rejet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Salut!